Samedi 5 août 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, le président de la République malagasy, Andry Rajoelina, accompagné de son épouse, effectuera une visite officielle à Kigali, Rwanda, la semaine prochaine en réponse à l'invitation du président rwandais Paul Kagame. Après l'invitation que lui a faite le président malagasy, des ministres et des parlementaires feront partie de la délégation présidentielle et le but de cette rencontre entre les deux présidents est l'échange et le partage. Reportage. Le Rwanda, un pays africain qui entretient de bonnes relations avec Madagascar. Pour preuve, l'année 2019, lorsque le président Andry Rajoelina a invité le président rwandais Paul Kagame en invité d'honneur spécial pour assister au 59e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, Paul Kagame n'a pas hésité, mais a immédiatement accepté et est venu à Madagascar accompagné de son épouse pour une visite officielle pendant 2 jours. Le Rwanda est un pays dévasté par la guerre civile en 1994, une guerre qui a causé la mort d'environ 800 000 personnes. Mais actuellement, ce pays s'est complètement relevé. Cela était dû aux compétences en leadership de ce président rwandais, mais aussi aux grandes réformes qu'il a apportées au système économique, qui était basé sur le patriotisme et accordait de l'importance au développement de l'Afrique par l'Afrique pour l'Afrique. Le Rwanda est actuellement un modèle et le président Andry Rajoelina et le président Paul Kagame partagent les mêmes visions en termes de promotion de l'économie et de mise en œuvre de divers projets de développement comme la facilitation de l'investissement et la création d'entreprises, la construction de grandes infrastructures comme la construction de nouvelles villes comme Tanamasswange et Miami, mais surtout dans le domaine de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. La stratégie que vous avez développée, Monsieur le Président, constitue un exemple à suivre pour tous les pays en voie de développement. La trajectoire du Rwanda est un modèle pour Madagascar et l'Afrique tout entière. Elle prouve qu'avec la foi, la vision d'un grand leader, tout devient possible à condition de travailler, d'être déterminé et discipliné. Nous nous inspirons beaucoup de l'audace et de la détermination du Rwanda dans le chemin qu'il a tracé. Monsieur le Président, nos riches échanges ont confirmé que le président Paul Kagame et moi-même partageons les mêmes valeurs, la même détermination pour réduire la pauvreté et la même ambition de prospérité et de bien-être pour nos peuples. Les mêmes principes de souveraineté nationale, mais surtout un patriotisme inconditionnel. En un mot, nous avons la même vision pour l'émergence africaine. Afin de renforcer la relation entre les deux pays et en réponse à l'invitation du président Paul Kagame, le président malagasy Andry Rajoelina, accompagné de son épouse, effectuera une visite officielle à Kigali, Rwanda, les 7 et 8 août prochains. La rencontre entre les deux présidents sera l'occasion d'échanges et de partage. En outre, la signature d'accords de coopération et la recherche de coopération sérieuse qui vise à réaliser les 13 engagements du président de la République sera également au programme. Un rapprochement entre les opérateurs économiques des deux pays est également visé durant cette mission, outre des visites de grandes entreprises et d'usines à Kigali. En économie, l'arachide et le soja, produits phares du district d'Indozurbe, ne seront plus acheminés vers la capitale, mais seront transformés localement. En effet, ce district fait également partie des districts qui ont bénéficié d'une machine de transformation de ces produits en huile, laquelle a été livrée par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation. L'huile est un produit dont la population a besoin au quotidien. Il est donc très important d'augmenter sa production localement afin de ne plus dépendre des importations. Judy Kalradjaniri nous en dit plus. Indozurbe est un district très productif et est célèbre pour la production de soja et d'arachide. Par conséquent, le ministre Edgar Asaf-Java a apporté une machine qui peut transformer ces produits en huile localement dans le cadre de la réalisation du projet ODOF. Ce district produit 70 000 tonnes de soja et 15 000 tonnes d'arachide par an.
Auparavant, ces produits étaient vendus aux collecteurs, mais dorénavant, la machine de transformation de ces produits a été installée dans ce district pour valoriser la production. En effet, il s'avère que c'est la meilleure option pour le développement des communautés de base à travers la mise en œuvre du projet pépinière industrielle. L'installation de cette machine permet la concrétisation du 7e Vélirame du président de la République et c'est une stratégie qui améliore également le revenu des agriculteurs car une fois que cette machine de transformation utilisée, l'arachide et le soja seront vendus à meilleur prix. Les producteurs n'auront pas à s'inquiéter de trouver des marchés commerciaux ou de dépendre des collecteurs. De plus, à mesure que la production nationale d'huile augmentera, les importations diminueront ou même cesseront. Cette machine est capable de traiter 1200 kg de grains par heure, soit environ 10 tonnes par jour. 3 kg d'arachide ou 5 kg de graines de soja suffisent pour faire 1 litre d'huile. Le district d'Anzourbe pourra produire jusqu'à 400 litres d'huile par jour à cet effet. Le ministre Edgar Azaf Java a exprimé sa volonté d'aider les producteurs et il a souligné que l'entreprise sera gérée par les natifs d'Anzourbe. Au total, 6 projets ont rempli les critères de l'appel à projets sociaux et communautaires dans les 4 communes aux environs de l'aéroport international d'Ivat. Ces projets se focalisent sur 3 catégories essentielles, notamment les secteurs de l'éducation, de l'environnement et du développement communautaire. Les jeunes titulaires de ces projets ont reçu un financement de 8 millions à 15 millions d'ariars. La réalisation de ces projets sera à cet effet une garantie pour le développement des communes concernées, selon les informations. Les détails avec Aniela Martina sur les images de Sech Andianaou. Le projet de cantine scolaire pour le PP de Souavenarive, commune d'Amatoulamtimafouti, a remporté le premier prix de l'appel à projets sociaux et communautaires pour le développement harmonieux dans les communes des environs de l'aéroport d'Ivat, dans la catégorie éducation. La malnutrition est l'un des motifs de la déscolarisation au sein de cette EPP, qui atteint jusqu'à 30% actuellement, en plus des difficultés financières des parents et la carence nutritionnelle qui affectent la capacité cognitive des enfants, freinant ainsi leur performance scolaire. Raison pour laquelle Maharav Judikael a choisi ce projet d'alimentation scolaire. Le but est de pérenniser les cantines scolaires. Mis à part ce projet, 5 autres projets de mécénat axés sur l'éducation, l'environnement et le développement social de la commune d'Ivat et ses communes avoisinantes ont été également sélectionnés. L'objectif de cette activité est de renforcer son engagement sociétal et aussi d'apporter un développement à ces 4 communes, notamment Ivat, Amatoulamtimafouti, Anoussial et Talatamat. Les lauréats ont reçu une subvention de 15 millions d'ariars chacun pour le projet classé numéro 1 dans chaque thématique et une dotation de 8 millions d'ariars pour le projet classé numéro 2 dans chaque thématique. Ainsi, l'entreprise initiatrice de cet appel à projet espère renforcer ses engagements en devenant un partenaire majeur dans le développement des communes. Ensuite, le taux de consommation de produits halieutiques à l'international est de 18%. Cependant, ce taux reste encore très faible à Madagascar du fait que chaque habitant ne consomme en moyenne que 5 kg par an. Au cours de ces 2 dernières années, le taux de consommation de produits halieutiques dans le pays est passé à 7% et l'objectif du ministère de la Pêche et de l'économie bleue est de l'augmenter jusqu'à 11% au cours des 3 prochaines années. Félan Hakudarsoul sur les images de Hassan Rafal Zanahari. 42% des enfants malagasy de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et d'atteindre l'objectif de l'autosuffisance alimentaire, le ministère de la Pêche et de l'économie bleue a élaboré le plan social FIMOUR avec ses partenaires. Un plan social qui vise à inciter les Malagasy à consommer des produits halieutiques, notamment le dji et le djitchek, qui sera vendu à bas prix, notamment à 4 000 ariars le kilo, dans les 6 grands magasins de la capitale à partir du 14 août. La mise en œuvre de ce plan social durera 2 mois et sera par la suite étendue à travers l'île, selon les informations. La signature de partenariat entre le ministère de la Pêche et de l'économie bleue et la société distributrice a été faite ce vendredi à Mpandjinombi. Il s'agit de la 24e signature d'accord de coopération effectuée par le ministère de la Pêche, selon toujours les informations.
Le vindicte populaire est strictement interdit par la loi, a déclaré la ministre de la Justice. Face au cas de justice populaire actuellement, le gouvernement fait déjà des efforts pour établir un tribunal au niveau de chaque district à cet effet. Par ailleurs, il devient également impératif pour l'État de rétablir un lien de confiance avec la population pour que celle-ci puisse avoir de nouveau foi en sa justice, sous peine de voir s'amplifier encore plus les actes de justice populaire. Christelle Rakout-Malal et Fanjessena Mireille nous en disent plus. Les tribunaux sont ouverts à tous, impartiaux et à l'écoute des deux parties. Le ministère s'est également efforcé d'établir un lien de confiance avec la population afin que ceux qui ont des problèmes au niveau du tribunal n'hésitent pas à y venir. Cependant, il existe des étapes que les juges doivent suivre avant de pouvoir rendre une sentence. Des efforts ont également été déployés par le ministère de tutelle afin d'accélérer le traitement des affaires devant les tribunaux. Par conséquent, la population est toujours encouragée à respecter la loi car Madagascar est un état de droit. 450 enfants issus de familles vulnérables auront la garantie d'être scolarisés par une organisation cette année scolaire. Ces enfants sont des enfants de la classe primaire jusqu'en classe de terminale. La collaboration avec différents partenaires et l'artiste Boud a permis d'aider ces enfants vulnérables afin d'alléger les dépenses des parents pour la scolarisation de leurs enfants, notamment sur les fournitures et la santé des enfants. À cette occasion, des lunettes ont été également distribuées à ces familles vulnérables ce vendredi. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, la France, par la voix de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a affirmé samedi qu'elle appuyait avec fermeté et détermination les efforts de la CEDEAO pour faire échouer la tentative de putsch au Niger. Les points avec France 24. L'heure tourne et la fin de l'ultimatum approche à grands pas. Les casques blancs de la CEDEAO se préparent activement. Cette force militaire de maintien de la paix des États d'Afrique de l'Ouest a été créée en 1990 et elle est déjà intervenue dans plusieurs pays de la région, Libéria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire. Ces casques blancs ont également été déployés au Mali il y a 10 ans pour venir soutenir le gouvernement contre les rebelles. Et plus récemment, en 2017, une opération de la CEDEAO dirigée par le Sénégal a été envoyée en Gambie où le président sortant refusait de reconnaître sa défaite. Après les coups d'État des dernières années au Mali et au Burkina Faso, la CEDEAO semble aujourd'hui bien décidée à ne pas laisser passer un énième coup de force dans sa zone. Les chefs d'état-major des armées et leurs équipes ont travaillé 24 heures sur 24 à l'élaboration d'un concept d'opération pour une éventuelle intervention militaire en République du Niger afin de rétablir l'ordre constitutionnel et d'assurer la libération du président détenu. La CEDEAO affirme qu'elle privilégie encore la diplomatie, mais la délégation qu'elle a envoyée au Niger n'y est restée que quelques heures pour s'entretenir avec les putschistes dans l'enceinte même de l'aéroport de Niamey et sans même rencontrer le chef de la junte. Et en coulisses, on reste très déterminé à utiliser tous les moyens nécessaires pour s'opposer au coup d'État. Nous sommes déterminés à y mettre fin, mais la CEDEAO ne va pas dire aux putschistes quand et où nous allons frapper. C'est une décision opérationnelle qui sera prise par les chefs d'État. Mali et Burkina Faso, autres membres suspendus de la CEDEAO, ont d'ores et déjà annoncé leur soutien à leurs voisins nigériens. De quoi laisser craindre une potentielle guerre régionale si la diplomatie échoue, mais il reste encore un peu de temps pour faire aboutir le dialogue. Ensuite, l'Arabie Saoudite accueille à partir de samedi une réunion sur l'Ukraine en présence de représentants de Kiev, de puissances internationales comme la Chine et de pays en développement. France 24. Les enjeux tels que les ont énoncés Volodymyr Zelensky, c'est avant tout de garantir la sécurité mondiale. Il s'agit d'une sécurité alimentaire pour les pays du Sud qu'il a mentionné. C'est évidemment aussi une sécurité que dont l'Ukraine souhaite pouvoir bénéficier elle-même, une sécurité territoriale. Alors, ce qui est intéressant dans cette réunion, on l'a mentionné, c'est qu'il ne va pas seulement y avoir les alliés traditionnels de l'Ukraine. Je pense notamment à
à l'Union européenne, il va également y avoir des représentants de pays qui, on l'a mentionné, ont jusqu'à présent, ne sont jusqu'à présent pas forcément exprimés sur leur position vis-à-vis de cette guerre, ou alors ont été plutôt ambigus. Et ce sont des pays dont le soutien est crucial et primordial pour l'Ukraine. Je pense à la Chine, je pense à l'Inde, je pense aux pays du Sud, justement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la Russie n'est pas invitée à la table des discussions. Le troisième point, c'est que c'est le plan de paix tel qu'il est établi par Kiev qui va être discuté. Donc, sécurité alimentaire, moyen de lutter contre un écocide, par exemple. On sait que ça n'a pas encore été implémenté. On a vu l'explosion du barrage de Kakhovka il y a 2 mois et les conséquences désastreuses pour l'environnement. Ces conséquences, elles concernent le monde entier, pas seulement l'Ukraine. Et puis, en s'assurant le soutien de nouveaux alliés, eh bien, Kiev entend mettre en place en fait sa propre sécurité, comme je le mentionnais. Dans ce plan de paix pour Kiev, il y a la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est-à-dire plus les régions de Donetsk et de Louhansk qui sont occupées ou en partie occupées depuis 2014, plus le retour de la Crimée, également occupée illégalement depuis 2014. Ce sont tous ces points qui seront discutés aujourd'hui. L'opposant russe Alexei Navalny, déjà incarcéré, a été condamné vendredi à 19 années de prison supplémentaire pour extrémisme, une peine qu'il devra purger dans une nouvelle colonie pénitentiaire aux conditions particulièrement difficiles. Les principaux pays occidentaux ont fermement condamné cette lourde peine. France 24. C'est ici que le verdict du procès d'Alexei Navalny a été prononcé. L'opposant est détenu depuis juin 2022 dans cette colonie pénitentiaire à 250 km de Moscou. La veille, le militant anticorruption disait s'attendre à une lourde sentence. La peine sera longue. Ce sera ce qu'on appelle une peine stalinienne. Dans cette affaire, Alexei Navalny était poursuivi pour extrémisme, une qualification déjà invoquée en 2021 pour dissoudre la Fondation anticorruption. Un organisme fondé 10 ans auparavant par l'opposant pour enquêter sur les pratiques de l'administration russe. Depuis plusieurs années, Navalny est dans le viseur de la justice. En 2014, il écope d'une peine avec sursis dans une affaire de détournement de fonds. Le principal concurrent de Vladimir Poutine échappe à la prison, mais ne peut se présenter à la présidentielle de 2018. Une peine qui le rattrape après son empoisonnement en août 2020. Alors en convalescence en Allemagne, il ne peut honorer une convocation adressée par la justice russe. De retour dans son pays début 2021, il est emprisonné puis condamné en appel à 2 ans et demi de réclusion. Mais Navalny n'est toujours pas au bout de ses ennuis. L'année suivante, il est condamné à 9 ans de prison pour escroquerie et outrage à magistrat. Depuis des années, Alexei Navalny dénonce des poursuites politiques. Pourfendeur de la corruption et opposé à l'invasion russe de l'Ukraine, le dissident dit payer son engagement contre la politique du régime de Vladimir Poutine. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et tout de suite après, vous allez suivre le quart de finale de la 7e édition de La Voix d'Or. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.